Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager un moment cocooning avec vous. Je vais répondre à toutes vos interrogations puisque sur Instagram j'avais ouvert une sorte de boîte aux questions ou une foire aux questions et vous avez été hyper nombreux et nombreuses à participer. Alors déjà je vous remercie justement d'avoir contribué à tout ça pour que je puisse vous filmer cette vidéo. Alors j'ai reçu énormément de questions de votre part, donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 1h30 et si je vois qu'elle est trop longue, eh bien on pourra tout à fait se retrouver pour une sorte de seconde partie un peu plus tard où je continuerai à répondre à ces questions. Il y a pas mal de thématiques qui ont été abordées, que ce soit nos petits chats, notre maison, des questions un peu plus perso et des sujets un peu plus profonds, notamment par rapport à mon deuil et comment je vis tout ça depuis plusieurs mois maintenant. Donc je vais tâcher d'être la plus transparente avec vous, de m'ouvrir à vous pour répondre justement à toutes ces questions qui vous trottent dans la tête et j'espère que vous allez apprécier tout ça. Donc eh bien écoutez, c'est parti. On commence par deux thématiques un peu plus légères, on commence vraiment en douceur et vous savez quoi, ce sont les questions que je reçois le plus régulièrement, c'est un truc de fou, je reçois ces questions quasiment plusieurs fois par jour, à la fois sur les réseaux sociaux, dans les commentaires sur YouTube, etc. Donc je me suis dit que j'allais vraiment y répondre dès le début de cette vidéo, comme ça vous avez vos réponses et on peut continuer avec les questions, on va dire, individuelles que j'ai reçues par-ci par-là. Alors, on commence par la question que je reçois sans cesse, quelle est la race de Madone et Kira? Eh bien c'est bien simple, ce sont des British Longhair. Je sais, c'est assez perturbant parce que Madone s'apparente un peu à un sacré de Birmanie, tandis que Kira a des petits airs de ragdoll, mais non, ce sont un frère et une sœur issus d'une même portée et ce sont des British Longhair. La deuxième question que j'ai énormément reçue ces dernières semaines, c'est est-ce que les petits chats se sont acclimatés à la maison? Comment est-ce qu'ils ont vécu cette transition? Eh bien, je n'ai jamais vu une acclimatation aussi rapide. Ça a été un truc de fou, mais vraiment. Ils étaient un peu perturbés par les escaliers, notamment lorsqu'ils ont découvert les escaliers pour la première fois, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on a dû les monter un par un, vraiment dans les bras, etc. pour leur montrer qu'il y avait d'autres pièces à l'étage, mais je peux vous dire que dès la première nuit, on a commencé à entendre poum 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 dans l'escalier, on s'est dit c'est bon, je crois qu'ils ont compris le concept. Je pense que cette transition a été hyper facile pour eux, déjà parce qu'il y a plus d'espace, donc ils peuvent circuler facilement, ils peuvent se cacher, ils se sentent vraiment en sécurité ici parce qu'il faut savoir que Madone et Kira, ce sont deux petits chats qui sont très anxieux et je dirais même que Kira est encore plus anxieuse et c'est vraiment une flippette quoi par rapport à son frère et c'est à dire que le moindre bruit la dérange, donc un bruit qu'elle ne reconnaît pas, une voix qu'elle ne reconnaît pas, même parfois des bruits de pas d'une personne qu'elle ne connaît pas, tout ça, ça la perturbe énormément. Elle est capable de passer la journée sous la couette de notre lit ou de n'importe quel lit qu'elle trouve lorsqu'il y a des gens à la maison parce que elle est vraiment flippée en fait par le contact social. Donc nous évidemment elle nous adore, elle est tout le temps avec nous, mais avec d'autres personnes c'est un petit peu compliqué. Mon papa, ça y est, elle est parfaitement habituée, il faut dire que c'est quasiment toujours lui qui vient s'occuper de nos petits chats quand on s'absente, quand on part en week-end, en vacances, etc. Ma petite sœur, vous voyez, même si elle la côtoie assez régulièrement, c'est encore compliqué, donc ils ont vraiment un caractère assez spécial, et surtout Kira qui est très anxieuse, et bien le fait, je pense, d'être dans un plus grand espace où elle peut facilement déguerpir, où elle peut aller se cacher si jamais elle entend la sonnette ou si jamais elle entend un bruit, etc. Et bien ça la rassure vachement, donc aujourd'hui elle est hyper sereine, franchement ce sont deux pachas et du coup on est vraiment ravis de voir que bien ça a été hyper facile quoi, on n'a eu aucune complication. Troisième question qui revient très régulièrement, alors en fait c'est un peu deux questions combinées en une seule. Est-ce qu'on a un jardin? La réponse est dans mon house tour que je vous ai filmé. Si vous l'avez loupé, je laisserai également en barre d'infos. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos sous cette vidéo. J'essaierai de vous indiquer tout ce dont je vous parle, de vous laisser des références. Et je vais aussi vous montrer 2-3 petites choses puisqu'il y a des petites questions par rapport à des objets qui m'ont été posés. Donc ça sera en barre d'infos. Mais du coup, la réponse est oui, on a un jardin et c'est un rêve quoi. C'est un plaisir de pouvoir jardiner et s'occuper du jardin et de se dire ah bah tiens on va fleurir tel endroit, etc. Surtout maintenant que les beaux jours reviennent, c'est juste incroyable. Mais du coup la question associée au fait que nous avons un jardin, c'est est-ce que maintenant qu'on a un jardin on va laisser sortir les petits chats? La réponse est claire et nette, c'est non, jamais de la vie.
jamais de la vie. Alors vous allez me dire c'est un petit peu radical, pourquoi? J'ai plusieurs réponses à donner à cette question. La première, c'est que lorsque j'étais plus jeune, je me souviens plus si c'était à la fin du lycée ou au début de mes années d'études supérieures, je crois que c'était quand j'étais à la fac, j'ai perdu un chat qui s'est fait écraser chez ma maman et ça a été dramatique. Franchement, je l'ai hyper mal vécu, ça a été horrible. Si vous avez déjà perdu un animal qui s'est fait écraser, ça a été traumatisant en fait, vraiment. Donc je me suis dit que jamais je ne voulais revivre ça et que la seule solution pour ne jamais revivre ça, c'est que mon animal et notamment mon chat ne sortirait pas. Donc déjà ça c'était clair et net. Et ensuite il y a aussi d'autres raisons associées à ça. Madone et Kira, encore une fois, ce sont des British Longhair, donc ce sont des chats de race. On laisse pas sortir des chats de race, on sait très bien ce qui se passe, il y a des trafics pas possibles avec les chats, notamment les chats de race. Donc déjà ça refroidit, parce que j'ai certainement pas envie qu'on me vole un de mes chats. Ensuite, il faut dire que ce sont des chats qui sont très heureux en intérieur et c'est aussi pour ça que j'avais opté pour cette race. Ils sont hyper pépous, ce sont un peu des chats patates si vous voulez. Ils sont pas très aventureux, ils sont un peu flippettes comme je vous l'expliquais. Donc le fait de sortir dehors déjà, je pense que ça les perturberait plus qu'autre chose. Et ensuite, je me dis toujours que s'il leur arrive quoi que ce soit, c'est-à-dire que si un chien essaye de leur mordre la queue, si avec toute leur touffe de poils, ils s'agrippent quelque part, ils se coincent dans une clôture ou un truc comme ça, ou si un autre chat essaye de les attaquer, etc., ils seraient incapables de se défendre. Non mais vous les avez pas vus chasser les mouches, ils sont... Je vais pas dire ils sont ridicules parce que c'est affectueux quand je dis ça, mais ils sont incapables de se défendre quoi. Ils peuvent pas faire de mal à une mouche ces petits chats. Donc si vous voulez, dehors, mais ça serait la jungle pour eux quoi. Les pauvres, c'est pas du tout un environnement qu'ils connaissent, auquel ils pourraient s'habituer ou alors qui serait sécurisé pour eux. Donc voilà pourquoi mes petits chats restent dans leur confort à l'intérieur, là où je sais où ils sont, parce qu'il y a un autre truc aussi, lorsqu'on laisse sortir son chat, moi je me souviens à l'époque, chez ma maman, quand il y avait des chats qui sortaient, à la fois les siens et le mien, mais tous les soirs je me disais, ils sont où les chats? Mais c'était l'angoisse quoi, dès qu'ils ne rentrent pas un soir on se dit oh là là ça y est il s'est perdu, il s'est fait enlever etc. Enfin moi j'imagine toujours le pire, c'est une source d'angoisse constante. Donc vous l'aurez compris, Madone et Kira ils sont bien au chaud, tranquilles à la maison, je peux leur faire des papouilles absolument quand je le souhaite et quand eux ils le souhaitent et c'est très bien comme ça. Et enfin une autre question qui revient tout le temps alors qui n'a rien à voir avec les chats etc. Vous me voyez souvent porter cette montre puisque c'est la montre que je porte le plus, c'est l'un de mes trésors et je tiens à cette montre, mais alors je dirais pas comme la prunelle de mes yeux parce que ça serait un peu abusé, mais je veux dire j'y tiens vraiment beaucoup et du coup elle vous plaît apparemment beaucoup et je reçois très régulièrement des questions me demandant quel est le modèle de cette montre, c'est quoi cette montre, etc. Donc j'essaye au maximum de vous répondre, mais si jamais vous avez loupé l'info, je crois que je vous l'avais présenté dans une vidéo il y a un moment, j'essaierai de retrouver ça, mais sinon il s'agit de la montre première vintage de Chanel. C'est bien simple, c'est l'un des objets de luxe qui me faisait le plus rêver et pourtant je suis pas une grande fan de montres, hein. À vrai dire il n'y a aucune autre montre qui me tente et qui m'intéresse plus que ça. Cette montre là, je l'adore depuis des années et des années. J'étais persuadée que j'arriverais jamais à la trouver parce qu'en fait c'est un modèle qui a été arrêté. Alors les montres premières chez Chanel existent toujours mais pas dans ce coloris doré et vous le savez moi je ne porte que des bijoux dorés en or etc. Et elle existe aujourd'hui en couleur acier, il y a aussi d'autres déclinaisons qui sont proposées mais ce modèle donc assez classique doré et noir il est, c'est un modèle vintage hein, tout simplement. Je crois qu'il a été arrêté durant les années 90 ou quelque chose comme ça. Donc je m'étais donné pour mission d'essayer de trouver une montre première vintage en état neuf ou presque neuf quoi, en tout cas en très bon état. Et j'ai fini par la trouver, ça doit remonter à il y a 2 ans bientôt, quelque chose comme ça. C'est... une montre absolument incroyable pour moi, c'est une montre bijou et c'est pour ça que j'adore la porter parce que si vous voulez, au-delà du fait d'être un objet utile, c'est
elle est incroyable quoi, c'est sublime. Ça me permet vraiment d'allier l'utile à l'agréable, dans le sens où j'ai l'impression de porter un très joli bracelet, et voilà pourquoi je rêvais de cette montre. D'ailleurs, la petite question associée, pour une fois c'est moi qui vous pose une question, c'est que je reçois souvent en message privé des demandes concernant mes objets de luxe préférés, mes meilleurs investissements entre guillemets, ou je sais pas, mes pièces de luxe préférées. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous propose une vidéo comme ça? Parce que je sais que c'est toujours une thématique qui divise. Il y a celles qui recherchent uniquement des bons plans et des pièces plutôt pour petit budget, et je propose des centaines de vidéos comme ça sur ma chaîne. Mais je sais que vous êtes aussi nombreuses à aimer économiser ou même cagnotter pendant 1, 2, 3, 4 ans pour pouvoir vous faire un gros plaisir, vous payer une pièce sur laquelle vous louchiez, qui vous fait rêver, etc. Et je me dis qu'une vidéo du coup sur mes recommandations, les objets finalement auxquels je tiens le plus, pour lesquels j'ai économisé et que je ne regrette pas d'avoir acheté, et eh bien ça pourrait être finalement assez intéressant. Et puis comme je vous le disais, j'ai reçu des demandes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si il faut que je vous filme ça, je le ferai avec plaisir. Alors c'est parti, je reprends les captures d'écran de toutes vos questions et je ne sais même pas par où commencer, il y en a tellement. Bon, écoutez, on va faire ça un petit peu en allant chercher à droite à gauche. Il y a des questions de nouveau sur les chats qui m'ont été posées, notamment par rapport à leur brossage, puisque évidemment ce sont des British Longhair, donc ils ont de très longs poils. Vous m'avez demandé si ils ont des, vous savez, des boules de poils qui se coincent dans la gorge, comment est-ce que j'évite justement les nœuds, etc., comment je les brosse. Alors, je vais vous expliquer, avec des chats comme ça, qui ont une touffe de poils comme ça, les boules de poils, c'est inévitable. C'est absolument inévitable. Un chat, ça fait sa toilette tout le temps. Donc du coup, évidemment, avec des longs poils comme ça, ils en avalent quand même beaucoup. Et c'est pas rare du tout qu'on se retrouve avec une ou deux boules de poils qui ont été crachées par-ci par-là. Ça fait partie du truc, seulement pour essayer de limiter au maximum, évidemment, on brosse nos chats. Puisque vous m'avez demandé des conseils et que Madone et Kira vont avoir 7 ans cette année, purée, c'est un truc de fou, j'en reviens pas, eh bien je vais partager mes brosses préférées. Alors c'est bien simple, en fait il n'y en a qu'une seule, il s'agit de celle-ci, c'est une brosse double face en fait, je sais plus où j'avais trouvé ça, je crois sur Amazon, ça me fait rire parce qu'elle ressemble un peu à ma wet brush que j'utilise pour mes cheveux à moi, sauf que là c'est leur brosse à eux. Il y a une partie, vous voyez, avec des petits picots comme ça, assez souples, qui permet vraiment de bien démêler, mais sachant que les picots ne sont pas pointus, ils ne font pas mal, donc ils acceptent vraiment en fait si vous voulez qu'on les brosse avec ça, et ils trouvent ça même plutôt très agréable quand on le fait. Madone commence tout le temps à ronronner, Kira c'est un peu genre bon dépêche-toi, j'ai pas beaucoup de patience, mais elle accepte. Et de l'autre côté ça permet, vous voyez c'est une brosse comme ça un peu plus rigide, ça permet vraiment de venir retirer les poils qui finalement se sont accumulés en surface, ou même un petit peu plus profondément, ça permet de tirer en douceur. Ce que je ne vous recommande absolument pas si vous avez un chat à poils longs. À poils courts peut-être que ça irait mieux, mais vous savez quoi, même les vétos recommandent ces brosses là, j'en ai déjà eu plusieurs et c'est bien simple, mes chats détestent ces brosses là, et sincèrement ils nous le font comprendre parce que ce sont des petits chats qui ne réagissent absolument jamais à rien du tout, et quand on les brosse avec ces trucs là, même hyper délicatement comme ça, ils détestent, ils se mettent à miauler, mais vraiment pour nous faire comprendre que ça fait mal. Donc sincèrement moi je ne comprends pas comment les vétos peuvent recommander des trucs comme ça, parce que c'est l'enfer, rien que toucher comme ça je me dis mais purée, ça pique quoi, c'est de l'acier, c'est hyper dur, ça ne laisse vraiment aucune souplesse au poil, donc on arrache ça. Et il faut savoir que notamment mes petits chats ont la peau hyper fine, et dès qu'on place ça et qu'on tire même un petit peu, ça tire leur peau en fait, et ils détestent parce que ça arrache des poils. Enfin j'imagine que ça doit être une sorte d'épilation vraiment pas agréable. Donc ces trucs là, vous voyez je suis allée la déterrer dans un sac de trucs pour les chats qu'on a, on ne s'en sert jamais, on utilise uniquement une brosse comme ça pour les brosser quand on le souhaite, et quand la situation est plus critique, il y a des petits nœuds qui ont commencé à apparaître, ou des petits nœuds même un peu plus incrustés, notamment durant les changements de saison, vous savez quand leur poil commence un peu à changer, et bien petite tondeuse, c'est exactement la même que mon chéri, enfin non c'est pas celle-ci, c'est le même modèle que celui dont mon chéri se sert pour se tailler la barbe, et c'est une tondeuse comme ça Remington, parce qu'il faut savoir que les tondeuses spéciales animaux, non mais on en parle, c'est du vol, c'est exactement la même chose et ça coûte
en moyenne 4 à 5 fois plus cher. Donc moi j'opte tout simplement pour une tondeuse comme ça pour hommes, ça fonctionne très très bien et il suffit bien de tailler délicatement le petit nœud qui se forme. En plus ce qui est génial avec ça, c'est que si vous voulez, vous pouvez vraiment effectuer des mouvements où vous tendez bien la peau et ça vous évite toute coupure, etc. On n'a jamais eu le moindre problème. Il faut être délicat, y aller doucement et ça fonctionne très très bien. Alors oui, une fois de temps en temps, ils ont une coupe un petit peu douteuse, mais au moins ça évite que le nœud s'incruste ou que la peau ne puisse plus respirer en dessous. Donc voilà comment on s'occupe de nos chats et évidemment on les emmène jamais chez le toiletteur où on ne les lave jamais. Parce que la peau d'un petit chat est hypersensible, il faut éviter de déstabiliser tout ça. Et les petits chats savent très bien se laver eux-mêmes. Ensuite, Ansto me demande quelle est ma routine cheveux et compléments alimentaires. Je vous ai déjà filmé une vidéo à ce sujet que je vous laisserai également en barre d'infos. En tout cas concernant ma routine cheveux et en matière de compléments alimentaires, je n'en prends aucun, rien, zéro, nada. Donc je n'en ai aucun à recommander. Ensuite, Swazik me demande, peux-tu nous partager ton rituel démaquillage? Quels produits utilises-tu? Alors je pense que cette année je vais essayer de vous filmer une sorte de routine démaquillage, etc. Mais en attendant je vais quand même répondre à la question. Voici les produits que j'utilise en ce moment et depuis un moment pour me démaquiller. Je commence par me démaquiller le visage et les yeux avec l'huile démaquillante de Mademoiselle Bio. Ensuite pour nettoyer j'utilise la crème moussante nettoyante de chez CeraVe, c'est ça son petit nom? Oui c'est ça, crème moussante nettoyante hydratante pour peau normale à sèche de chez CeraVe. Et en complément pour le démaquillage des yeux, j'utilise souvent un peu de démaquillant biphasé. Alors celui-ci ce n'est pas mon préféré, je le trouve vraiment hyper cher pour ce que c'est. À vrai dire, tous les démaquillants biphasés fonctionnent un petit peu de la même façon. Donc sachant que j'ai terminé celui de Mademoiselle Bio, je me suis lancée dans l'utilisation de celui-ci, mais je vous le recommande pas particulièrement, c'est celui de la neige et comme je vous l'expliquais, il coûte assez cher. Et si besoin, si par exemple j'ai des petits résidus de mascara ou d'eyeliner un peu tenaces, j'utilise toujours ce Speedy Mascara Remover de la gamme Heroin Make, qui est un produit de K-Beauty. J'en applique un peu, vous savez, au niveau de la racine des cils, je frotte délicatement et c'est fou, on a l'impression que ça dissout tous les petits restants de maquillage et ça me permet vraiment d'avoir une peau et des yeux parfaitement démaquillés, donc voilà pour ça. D'ailleurs, je me souviens que quand je parcourais vos questions, il y a eu une question sur quel est mon type de peau, faudrait que je la retrouve. J'ai une peau sèche, à tendance déshydratée, vraiment qui se déshydrate très très vite, en tout cas sur le visage. Elle est également sensible et réactive, voilà. Et sur la peau du corps, je dirais que c'est plutôt une peau atopique, surtout sur les mollets, les jambes. Et au niveau des bras et du dos, je fais de la kératose pilaire. Voilà, c'est le combo gagnant. Depuis combien de temps est-ce qu'on est ensemble avec mon chéri? Ça fait 5 ans cette année. Ensuite, il y a une question qui revient aussi beaucoup depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, c'est est-ce que ma chevelure rouge me manque? Eh bien vous savez quoi? Absolument pas. Quand j'ai pris la décision de changer, je savais que je reviendrai jamais en arrière en fait. J'étais vraiment dans un état d'esprit où, bon, je vous avais expliqué, hein, j'avais besoin de changement, c'était un peu ma vie d'avant, vous voyez, et maintenant je suis passée à autre chose et du coup non, ça ne me manque absolument pas. Et à vrai dire, je suis très très contente de l'évolution de mes cheveux. Je pensais vraiment pas, mais vraiment pas que je pourrais obtenir bien cette couleur, vous voyez, un petit peu chocolatée, etc. Aussi vite finalement et que ça fonctionne aussi bien. Mais ça c'est grâce au travail de Megan, Charlie et Laura au salon Chromatic by MC. Vous savez que ce sont mes coiffeurs d'amour et que je les adore et que je ne peux que vous les recommander. Ils sont extra, ils s'y connaissent mais trop bien et ils sont hyper doués. On va plonger dans le sujet plus difficile, à savoir le deuil. Si vous ne le savez pas du tout, que vous venez de débarquer sur la chaîne, j'ai perdu ma maman il y a 1 an et demi, ça fera 2 ans au mois d'août. Vraiment ça a été hyper soudain. Crise cardiaque, etc. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus puisque j'ai eu l'occasion de vous en parler quand même ces dernières années. Et donc Laurie me demande, question très personnelle, as-tu consulté une psy après le décès? Je vis la même chose. Alors, déjà pour toutes les personnes qui passent par là et qui vivent ce genre
d'expériences qui sont absolument traumatisantes et hyper soudaines, etc. Vous pouvez pas savoir à quel point, quand je lis justement que vous traversez la même chose ou que vous êtes dans une situation similaire, ça me brise le cœur. Et j'envisage d'autant plus la chose maintenant que je l'ai vécu, vous voyez, parce que c'est terrible. Le chemin est hyper long, je vais pas vous mentir. Il y aura des jours qui seront plus faciles que d'autres et il y aura des journées qui sont vraiment très très difficiles. Et du coup, sachez que toutes mes pensées sont avec vous et que vous allez y arriver et vous allez trouver la force de continuer, même si certaines journées c'est vraiment pas évident. Donc pour revenir à la question, est-ce que j'ai consulté un psy, c'est vraiment un truc hyper personnel. La réponse me concernant en tout cas est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est lié à ma personnalité et comment j'ai vécu la chose. Il faut savoir que dans mon cercle familial très proche, qui a vécu évidemment la même chose, tout le monde a réagi différemment et il y a en effet certains de mes proches qui ont consulté des thérapeutes. Alors moi j'ai pas souhaité le faire pour plusieurs raisons. Alors déjà, première chose, ce n'est absolument pas tabou. On le dit toujours et je trouve que c'est une métaphore qui est tout à fait vrai et tout à fait essentiel. Quand on se blesse d'un point de vue physique, quand on se casse le bras, etc., on va à l'hôpital, on se fait soigner. Quand on a une douleur ou quand on a quelque chose qui nous trotte en tête, qui nous dérange, etc., eh bien c'est la même chose, il faut s'en occuper, il faut prendre soin de son mental et je suis ravie, mais vraiment ravie de voir que ces dernières années, on a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'il y avait certaines choses où on avait l'impression d'être un petit peu désemparé, je pense, il y a encore quelques années. Et de plus en plus, ça se démocratise le fait de s'ouvrir, de parler de ses douleurs, de ses souffrances, etc. Donc si vous en ressentez le besoin, mais allez-y, franchement, au pire, qu'est-ce que vous risquez? Peut-être que ça passera pas avec le ou la thérapeute et vous aurez envie de changer, peut-être tester avec quelqu'un d'autre, etc. Mais franchement, les retours que j'en ai eus, c'est que les personnes qui ont décidé justement d'en parler, de discuter, eh bien ça leur a fait beaucoup de bien. Alors, me concernant, vous allez me dire, pourquoi du coup tu n'as pas décidé de voir un thérapeute ou une thérapeute, peu importe. C'est, je pense, lié à ma personnalité, parce que je pense que vous l'aurez remarqué, je suis quand même quelqu'un d'assez introverti, et ça va peut-être être dur ce que je vais dire, mais le fait d'aller raconter à quelqu'un ce que j'ai vécu, que aujourd'hui, les seules choses auxquelles je pense, c'est que ma maman n'est plus là, que j'ai tous les soirs envie de l'appeler, de lui raconter des choses, que ma maman ne rencontrera jamais mes enfants, que je serai obligée de continuer à faire exister ma maman, mais grâce à mes paroles, etc. Enfin, en fait, la réalité de la situation est telle que aller la raconter à quelqu'un que je ne connais pas, sincèrement, moi, ça ne m'apportera rien. Parce que je suis beaucoup dans ma tête, dans mon monde, etc. Et le fait de devoir encore une fois raconter tout ça et ce que j'ai ressenti et tout à quelqu'un, vous voyez, rien que de le dire, c'est un poids plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, ce qui m'apporte le plus de réconfort, c'est d'en parler déjà aux personnes qui connaissaient ma maman, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, qu'elle a laissé une partie d'elle dans toutes ces personnes. Et du coup, c'est un rafraîchissement et ça fait du bien et c'est un soulagement, ça m'apaise beaucoup de me dire que je partage des moments, des souvenirs, etc. avec des gens qui la connaissaient. Ou alors, j'en parle avec des gens qui ne la connaissaient pas, mais des personnes qui comptent beaucoup pour moi, auxquelles j'ai 100% confiance, qui trouvent toujours les bons mots, qui savent m'écouter et qui finalement sont pas thérapeutes, sont pas professionnels, mais qui me mettent du baume au cœur et qui m'apportent énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que de toute façon le deuil, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut réussir à admettre et réaliser ce qui s'est passé. Et il y a une autre question, je crois, qui m'a été posée sur comment je trouve la force d'avancer, ou alors il y avait une autre question aussi que j'ai lue ce matin qui me disait quand ça va mal, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées, etc.
Et c'est pareil, c'est lié peut-être à mon expérience et à ma personnalité, mais je peux vous dire un truc, quand ça va mal, parce qu'il y a des journées où sincèrement je suis bonne à rien, je me lève et je suis prise par cette vague d'émotions, de souvenirs, et parfois, ce qui est terrible, c'est que c'est lié à rien, un petit truc, un détail dans mon quotidien, un panneau que je croise, une chanson qui commence, enfin, le moindre truc parfois, ça me met dans un état d'esprit, mais vraiment je suis triste quoi, faut dire ce qui est, je suis vraiment pas bien, je suis triste. Et dans ces moments-là, contrairement à d'autres personnes, j'ai pas toujours envie ou besoin de me changer les idées. J'ai tendance à dire que je me laisse submerger par la tristesse, je pleure si j'ai besoin, je passe un moment à réfléchir, à méditer, à pleurer, à vivre cette peine et cette tristesse. Et une fois que j'ai l'impression de m'être un peu vidée et d'avoir vécu justement ce moment, eh bien j'essaye de me changer les idées avec des choses qui me font au moins sourire, vous voyez, parce que rire c'est compliqué, mais je me lance une série comique ou une série qui me fait du bien, et puis bah, c'est sûr c'est plus difficile que quand je suis dans un bon mood, mais en tout cas ça me permet de me changer les idées, mais après avoir vécu la chose. Parce qu'il n'y a rien de pire que tout garder comme ça et à un moment on explose quoi. Donc ça m'arrive encore aujourd'hui et je pense que ça m'arrivera encore dans quelques années. Après, le temps fait quand même bien les choses et je dirais que la douleur est toujours la même, mais elle s'apaise un petit peu dans le sens où elle devient un peu plus gérable, vous voyez. Et du coup, comment trouver la force de continuer, etc. Bah, je pense que la réponse sera différente pour tout le monde. Pour ma part, je dirais que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que ma maman a laissé une partie d'elle dans toutes les personnes que je côtoie régulièrement, dans les personnes de ma famille, ses proches, etc. Et du coup, ça me fait beaucoup de bien, vous voyez, de continuer à être avec ces personnes parce que j'ai l'impression en quelque sorte que ma maman est encore là et que typiquement, vous voyez, quand je suis avec ma sœur, je sais qu'elle lui a inculqué ses valeurs, sa façon de penser, etc. Et du coup, ça me fait du bien. Et c'est aussi ce qui me donne envie de continuer. Et l'autre truc qui va peut-être vous paraître complètement fou, et je sais que parfois quand je dis ça, tout le monde ne peut pas l'envisager, et c'est assez dingue que je dise ça parce que je vais vous faire une confession, je ne suis pardon, je ne suis absolument pas croyante, je suis peut-être la personne la moins croyante sur Terre, mais il y a un truc auquel je crois profondément, c'est qu'un jour je retrouverai ma maman et on pourra discuter de mille et une choses, je pourrais tout lui raconter. Et du coup, ça me fait du bien de me dire que je suis sûre qu'elle aurait déjà voulu que je vive une vie heureuse et que je vive plein d'expériences, etc. Et du coup, je me dis qu'un jour, j'aurai la possibilité de partager ça avec elle et j'aurai la possibilité de lui raconter tout ça. Et ça me fait du bien, vous voyez, de me dire ça. Alors oui, c'est peut-être, je sais pas comment on dit en français, mais vous savez, wishful thinking, genre... c'est quelque chose qui m'apaise et qui me met du baume au cœur, etc. Mais en attendant, bah, j'y crois. Vraiment dur comme fer, quoi. Je crois qu'il faut qu'on change de sujet parce que là, j'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo. Je peux pas pleurer à chaque fois que je vous réponds des questions autour de ma maman. Alors, es-tu végétarienne? Je crois que le terme exact, ça serait pesco-végétarienne. C'est-à-dire que oui, je ne mange plus du tout de viande depuis des années maintenant. Je pense que ça devait à peu près 5 ans parce que j'ai arrêté de manger de la viande à peu près quand j'ai rencontré mon chéri. Et pesco-végétarienne tout simplement parce que je continue à manger de façon occasionnelle un peu de poisson, mais sinon plus du tout de viande. Ton plat préféré, car on ne peut pas ne pas parler de nourriture, je suis bien d'accord. Mon plat préféré, purée c'est dur, je pense que le truc que je préfère manger, qui me fait sourire à chaque fois, ce sont les crêpes. Salées, sucrées, tout ce que vous voulez, les crêpes c'est ma passion dans la vie, j'adore ça. Sinon évidemment j'adore les sushis, vous me voyez régulièrement en manger, et un peu dans la même veine, j'adore les poke bowls, etc. Dès que c'est frais, qu'il y a des fruits, des légumes mélangés et tout, je trouve ça délicieux. Mais il y a plein de choses que j'adore, évidemment j'adore la pizza, mais il faut que je sois dans le
dans le mood de manger de la pizza, vous voyez, mais il y a plein de choses qui sont délicieuses. Mais pour répondre à la question, les crêpes, ça c'est sûr. Val me demande, as-tu des phobies? Si oui, lesquelles? J'espère que vous êtes tous sympas, hein, parce que là, si je commence à partager mes phobies avec vous et que vous en servez contre moi, il n'y en est pas question. Alors oui, je pense que c'est une phobie assez classique, mais j'ai peur des araignées, mais vraiment. Alors, avec l'âge, les petites araignées, j'arrive à peu près à les tolérer, je crie un bon coup, je prends sur moi et j'arrive à faire quelque chose. Par contre les grosses, oh là là, mais il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je me suis tapé une crise d'angoisse, j'en avais pas fait depuis longtemps, mais à cause d'une araignée énorme, énorme. Quand je vous dis, elle était à peu près genre de cette taille-là, sur mon chausson. Genre en sortant de la douche et tout, ah bah je me suis mise à hurler dans tous les sens, évidemment les chats ont eu peur, mon chéri a rappliqué, de toute façon quand je hurle comme ça il sait très bien que la raison principale c'est une araignée. Le temps qu'il aille chercher quelque chose pour pouvoir s'en débarrasser, elle a commencé à venir vers moi. Ah non mais là, vraiment je me suis dit c'est pas possible, j'ai commencé presque à essayer de grimper au dressing, l'enfer sur terre. Je déteste les araignées, ça me dégoûte, ça me fait peur, je sais que c'est une peur irrationnel, qui n'a aucun sens et tout, mais ça me fait peur. Et souvent, quand les gens me voient réagir comme ça vis-à-vis des araignées, ils me disent mais t'as jamais pensé à la thérapie, etc. Et je vais vous dire un truc auquel les gens ne pensent pas, je n'ai pas envie de me débarrasser de cette phobie. Je ne veux jamais m'habituer aux araignées, je ne veux jamais m'habituer à la vision des araignées, ça me dégoûte, ça me répulse, tout ce que vous voulez, je déteste ça, mais vraiment. Et alors, un petit peu pour élargir, je déteste de façon générale les trucs rampants et les guêpes, etc. Alors je tolère évidemment les coccinelles, les fourmis, les petits trucs, vous voyez, qui sont assez inoffensifs, ça, y a pas de problème, évitons d'en mettre sur moi, mais je tolère. Mais alors tout le reste, ah autant vous dire que les 1000 pattes et les trucs comme ça, mais ça dégoûte, oh mon dieu, ça... Ah, burk. Ne me lancez jamais, genre une fausse araignée dans la tronche et tout, je suis capable de faire une syncope. Oh, horreur. Kikounette, je trouve ton pseudo très mignon, me demande si un jour vous craquez pour une race, pour un chien, peux-tu dire la race? Oui. On va avoir un problème ce jour-là, parce que je vous l'ai déjà expliqué, d'ailleurs il y a eu des questions là-dessus. Mon chéri a toujours rêvé d'avoir un chien, donc un jour peut-être qu'on aura un chien, c'est pas du tout dans les plans là aujourd'hui parce que c'est une grosse responsabilité, un animal, et si un jour on adopte un chien, évidemment on voudra lui consacrer du temps, on voudra que le chien soit le plus heureux possible, et bien mine de rien, là aujourd'hui on n'est pas dans une situation où on peut adopter un chien, mais si un jour on en adopte un, on va avoir un problème parce que il y avait une autre question aussi sur nos races préférées, etc. Moi, je voudrais un cocker anglais. Oh, j'adore ces chiens, leurs petites oreilles fluffy là. Oh mon dieu, j'adore ça. Et mon chéri, lui, adore les gros chiens et je pense qu'il préférerait plutôt adopter un golden retriever ou un berger allemand. Alors, un berger allemand, moi personnellement, ça serait mon premier chien, et sachant que, bon, évidemment, il faut s'éduquer, il faut apprendre plein de choses concernant leur éducation. Je sais pas si j'aurais assez d'autorité pour éduquer un berger allemand, vous voyez, mais un petit cocker anglais, oh mon dieu. Bref, voilà, en gros, un jour, on aura peut-être un problème. Est-ce que ce sera moi ou lui qui cédera? On verra. Geisha avec des numéros me demande est-ce que je suis contente d'avoir quitté mon ancien poste dans le monde de l'entreprise? Oui, mais 1000 fois oui. Mais je peux vous dire que ça a été sincèrement la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est incroyable comme ça m'a changé, ça m'a permis de grandir, d'évoluer, et j'ai sincèrement réalisé à quel point je me suis retrouvée dans des situations hyper malsaines auparavant. Mais vraiment qu'aujourd'hui je me dis mais c'est pas possible quoi. Et quand j'en parle avec des anciennes collègues, etc., on hallucine. On se dit mais... Bref. Donc la réponse est oui, et c'est fou comme finalement, vous voyez, à cause de la sécurité de l'emploi, etc., le fait que je suis hyper rationnelle, les pieds sur terre, eh bien j'avais peur de quitter justement le monde de l'entreprise pour me lancer dans mes propres projets, et depuis que je l'ai fait, je me dis mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Enfin, je suis tellement plus épanouie aujourd'hui, et d'autant plus que, vous voyez, avec ce que j'ai vécu, j'avais besoin de ce temps pour moi, et j'avais besoin de vivre les journées un peu comme je l'entendais, et en tant qu'indépendante, j'ai pu faire ça, et je sais que c'est une chance inouïe,
mais ouais, je suis 1000 fois plus épanouie aujourd'hui et créer du contenu pour vous et brainstormer des idées et oh, c'est incroyable, vraiment, je mesure en fait tous les jours la chance que j'ai de faire ce métier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous adore. Mais vraiment, à chaque fois que je vous parle de ça, je vous dis, je suis hyper émotive parce que je vous aime tellement, parce que vous me permettez justement de faire ce métier et de m'épanouir au quotidien. Et je trouve ça magique en fait. Il y a très peu je pense, de métiers où il y a cet échange et cette relation et ce côté créatif. Je suis vraiment hyper reconnaissante. Enfin, tous les matins, c'est vraiment le sentiment, si vous voulez, qui m'envahit. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'on verra un jour ton chéri en vidéo, etc. La réponse est non, sauf si il change d'avis, mais aujourd'hui, c'est non. Tout simplement parce que je vous l'ai déjà expliqué, moi, j'ai décidé de m'exposer entre guillemets sur internet, de partager des choses avec vous et de dévoiler mon visage, etc. Autant mon chéri, c'est pas du tout le cas, il poste pas de photos sur internet, en tout cas pas de lui, il aime pas en fait l'idée de laisser une trace comme ça de son visage, etc. sur internet, et cette décision m'appartient, cette décision lui appartient, et je respecterai toujours le choix de mes proches concernant l'utilisation, on va dire, de leur image. Si moi je suis ok avec le fait de montrer mon visage, c'est pas le cas pour tout le monde, loin de là, et du coup c'est quelque chose que je respecte et que je comprends à 100%. Donc vous l'avez peut-être vu dans certains vlogs, par exemple notre vlog à Dublin en amoureux, et bien il y a quelques apparitions de mon chéri, mais à chaque fois je prends le soin de flouter son visage parce que c'est quelque chose en fait qui lui tient à cœur, donc je voudrais jamais aller à l'encontre du souhait de mes proches, vous voyez, ou du souhait de qui que ce soit d'ailleurs, en parlant de ça. Donc voilà. Ensuite, Delphine me demande pourquoi est-ce que tu ne nous parles plus du make-up YesStyle. Alors là, cette question est un mystère pour moi. Je pense que tu ne vois plus beaucoup de mes vidéos apparaître dans ton fil d'abonnement, et pour corriger ça, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ça te permettra de ne rien louper parce que je vous parle de la K-beauty et du make-up, etc. dispo sur YesStyle, mais toutes les semaines ou presque quoi, dans quasiment toutes mes vidéos. Dans mes favoris, il y a toujours au moins un favori de K-beauty parce que vous connaissez ma passion pour cette thématique, j'adore ça, j'adore découvrir des produits Tony Moly, Olika Olika, etc. Et pas plus tard qu'il y a seulement quelques vidéos, j'ai crash testé des produits à petit prix avec des produits de la K-beauty. Dans mon rangement tiroir là du mois d'avril, j'ai incorporé des nouveaux produits de K-beauty. Bref, je vous parle du make-up YesStyle tout le temps, donc je pense que tu as dû louper quelques vidéos, et du coup sache que rien n'a changé, je suis toujours aussi fan de la K-beauty. Paloma me demande est-ce que j'ai un chanteur ou une chanteuse préférée. Question, rien à voir avec le schmilblick, mais pourquoi pas. Et mais je perds ma voix, c'est un truc de fou en ce moment. Ah d'ailleurs il y a des questions par rapport à ma désensibilisation et tout, je vais y répondre juste après. Mais en ce moment là, les pollens, oh mon dieu c'est terrible. Bref, alors je pense qu'en fait ça évolue un peu en fonction des années, etc. Quand j'étais plus jeune, mon groupe préféré c'était Blink-182. Aujourd'hui, mon groupe préféré c'est Bastille. Mais il y a plein de chanteurs, chanteuses que j'adore. Évidemment, j'aime vraiment beaucoup le travail de Taylor Swift. J'adore la voix de Tom Grennan. J'adore écouter les Red Hot, là, leur nouvel album, il est plutôt très cool. Enfin bref, il y a plein de chanteurs, groupes, etc. que j'adore. Si vous voulez quelques recommandations, de temps en temps je partage ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, Lodoz Makeup, j'ai le même pseudo partout, et je partage avec vous des playlists, des chansons qui me plaisent, etc. Enfin j'aime énormément de groupes tout simplement. Après il faut savoir que j'écoute je pense à 90% du rock, du punk rock, de la pop rock, de l'alternative, mais je reste vraiment un peu dans cette sphère-là, et quand j'écoute pas de rock, j'écoute du jazz et du blues. Voilà. Oh non, ça sonne, il faut que je me lève. Bon, je reviens. Me revoilà, ça me fait rire parce que justement, j'ai reçu plein de questions concernant la déco de la maison. Est-ce que je vais vous proposer des hauls déco, etc. Eh bien, je viens justement de recevoir une commande H&M Home, donc oui, avec plaisir. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre les petites choses que je commande petit à petit? Je vous ai déjà proposé une vidéo un peu axée déco sur la chaîne, mais sachez qu'il va y en avoir de plus en plus, c'est juste que ça prend énormément de temps de meubler la maison, de décorer la maison, d'autant plus que je me mets vachement la pression pour sélectionner chaque objet, etc. parce que j'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai pas envie de dépenser de l'argent inutilement, j'ai envie que chaque objet ait sa place, que chaque meuble, on le garde des années et des années, et que
look, le design global de la maison, eh bien nous plaise quoi. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. J'ai justement reçu des questions concernant le fait que est-ce que je vais vous proposer une sorte de house tour une fois que la maison sera meublée? Est-ce que je peux vous montrer par exemple ma pièce, vous savez, mon studio, etc. Alors la réponse est oui, mais je vous l'ai dit, je me suis donné à peu près 1 an pour bien avancer dans la maison. Et là pour le moment on est aux prémices du truc quoi. Notre chambre commence à être franchement pas mal aménagée, mais il y a encore beaucoup de pièces où on est loin du compte et loin du résultat auquel je veux arriver. Les ruptures mondiales sur les matériaux, le délai d'attente, non mais il y a certains meubles, il faut attendre 16 semaines avant de les recevoir, au secours. Tout ça fait que ça prend beaucoup de temps, et sachant que souvent je choisis la déco en fonction des meubles, donc quand le meuble prend déjà 16 semaines à arriver, après le temps de recevoir les objets de déco, composer un peu avec tout ça, il va falloir que vous soyez un tout petit peu patiente, je suis désolée, ça va arriver, mais petit à petit. Si vous voulez, là par exemple, on a enfin reçu notre meuble télé, mais mon Dieu, si vous avez suivi cette saga sur Instagram, vous avez bien rigolé, je pense. On a enfin reçu le meuble télé, seulement on n'a pas encore sélectionné notre table basse ou nos petites tables basses, on ne sait pas encore pour quelle option on va opter, parce que je veux absolument que ce soit harmonieux, donc pour le moment on n'a même pas de table basse quoi, enfin on en est là. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué les pollens, etc. Et j'ai vu une question passer parce que je vous avais expliqué que je suis en pleine désensibilisation. Et vous m'avez demandé, une personne, alors il faut que je retrouve la question, il y a trop d'écran, donc je vais l'afficher juste là. Ah, c'était Mademoiselle Yasmine qui m'a demandé, ta désensibilisation au chat a-t-elle été efficace? Comment dire? Un programme de désensibilisation dure en moyenne 3 à 5 ans. Et là, je vais arriver sur les 1 an de désensibilisation. Donc le chemin est encore très long. Aujourd'hui, sincèrement, je vais être incapable de te dire si ça a fonctionné ou pas, dans le sens où les seuls chats que je côtoie, ce sont les miens, et mon corps s'est presque auto-immunisé, si tu veux. En tout cas, les réactions allergiques que j'avais à mes chats quand ils étaient tout petits, aujourd'hui, je ne les ai plus du tout. Mon corps s'est habitué à les côtoyer. Alors des réactions allergiques à d'autres chats, par exemple chez des amis, etc., je peux en avoir, mais la désensibilisation, encore une fois, prend beaucoup de temps, c'est fastidieux, c'est long et il faut être patient, mais je persévère. D'autant plus que pour ma part, j'ai un terrain très allergique. Je suis pas uniquement allergique aux chats. Lorsque je suis allée chez l'allergologue, on a fait un test et je suis allergique aux chats, aux acariens, aux graminées, au pollen, de plein de trucs. À quoi d'autre? J'ai pas fait le test, mais je suis presque convaincue que je suis allergique aux chiens aussi. Alors heureusement, hein, je me couche pas par terre à plus pouvoir respirer, etc. Donc si un jour on adopte un chien, c'est pas grave, ça sera difficile pendant quelques semaines et après ça ira mieux. Hein. Un peu comme avec les chats finalement, parce que j'ai beau être allergique aux chats, pour moi il était absolument inenvisageable de vivre sans chat. Donc c'est pas grave, j'avais les yeux rouges, je mouchais, je toussais, mais c'était pas dramatique. Mais du coup, je suis en réalité en double désensibilisation puisque j'ai commencé par la désensibilisation aux chats et ensuite je suis passée, enfin j'ai combiné, j'ai intégré à cette désensibilisation celle aux acariens parce que c'était le deuxième élément auquel j'étais le plus allergique. Donc j'ai maintenant deux flacons avec les gouttes, etc. là, à mettre sous la langue, et ce depuis plus de 6 mois maintenant. Je pense que j'ai commencé le chat il y a 1 an, j'ai commencé les acariens il y a à peu près 6 mois puisque ça se passait bien avec la première désensibilisation. Donc voilà, tu sais tout. En tout cas, c'est très long. Alors, décidément, il y a tellement de questions concernant la maison, l'ameublement, les inspirations, etc. Alors, en matière d'inspiration, tiens, je vais essayer... Voilà, quelles sont tes inspirations de déco, tes bons plans et adresses? Alors, promis, je vous ferai une vidéo concernant les marques, les sites que j'adore, comment je trouve des objets, comment je m'inspire, etc. Ça, je le ferai vraiment avec plaisir quand j'aurai un petit peu plus avancé. En tout cas, je vais quand même répondre à la première partie de la question, à savoir quelles sont tes inspi déco. Il y en a pas mal, je passe un nombre d'heures incalculable sur Pinterest, mais aussi sur Instagram à regarder des photos, en fait, notamment d'agencement de pièces, etc. par des décoratrices d'intérieur ou des designers, etc. Évidemment, j'ai une passion, mais ça, c'est pas une surprise, je vous en parle depuis longtemps, j'ai une passion pour Studio Maggie et chez Maggie, j'adore sa vision, son style, je trouve qu'on a vraiment 2 univers assez proches, et donc tout ce qu'elle fait, si vous voulez, ça me plaît de dingue. Et je dirais que mon conseil aussi concernant la déco, parce qu'il y a eu des questions comme ça,
c'est qu'il faut réussir, et je sais que c'est dur, hein, il faut réussir à dissocier ce qu'on apprécie et ce qu'on trouve beau et ce qui nous plaît à ce qu'on voudrait chez nous en fait, et qu'est-ce qu'on veut intégrer dans notre intérieur et dans notre quotidien. Parce que typiquement, je vais vous donner un exemple, je trouve que les intérieurs avec des bois foncés et des murs par exemple foncés, etc., ça peut être sublime. Il y a des photos comme ça sur lesquelles je tombe, je me dis waouh. Mais la réalité, c'est que c'est un peu trop masculin pour moi en termes de design, et du coup, je n'en voudrais jamais chez moi quoi, je n'en veux pas chez moi, c'est pas quelque chose qui me plairait au quotidien, qui m'inspirait au quotidien. Donc j'ai beau apprécier la beauté, vous voyez, de ces créations, de ces designs, et bien c'est pas pour autant que je vais acheter ce genre de meubles ou décorer mes pièces de cette façon-là. Donc j'essaye de dissocier ce qui me plaît et ce que je veux chez moi. Évidemment, il faut que ça me plaise aussi. Et j'essaye de rester fidèle aussi à mon univers et à mes goûts. Typiquement, je me suis fait une raison, hein. Je suis abonnée à l'association Blanc et Bois. C'est ce que je préfère. J'ai besoin d'avoir du blanc sur tous les murs de ma maison. Je trouve que ça agrandit les pièces, ça apporte de la luminosité, ça me réconforte, etc. Et ce que j'adore, notamment avec les couleurs neutres et les ambiances assez monochromatiques comme ça, c'est qu'on peut incorporer des objets de déco et de la couleur justement via la décoration. Et la décoration, ça se change bien plus facilement qu'un gros meuble ou qu'une peinture ou un papier peint, etc. Et du coup, ce sont mes goûts et mon univers à moi. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, en fait, en appréciant, vous voyez, des photos ou des vidéos de designers, etc., eh bien je réalise que ça me permet d'affiner mon style. Et ce qui est incroyable en déco, c'est que c'est un peu comme en matière de mode, etc. On a tous des styles qui sont hyper différents, et ce qui me plaît à moi, peut-être ça vous plaira pas automatiquement à vous, ou alors peut-être que vous aurez envie d'autre chose, de plus de couleurs et compagnie, mais l'important c'est que vous vous sentiez bien chez vous. Voilà. Oh my god, j'ai l'impression que je parle depuis 1 heure et demie, je ne sais même pas, parce que du coup j'ai dû couper là pour changer la batterie. Mais du coup je pense qu'il va falloir qu'on parte sur 1 ou 2 dernières questions et qu'on fera la suite plus tard, parce que là sinon mes pauvres, je pense j'en ai déjà perdu 75%, vous êtes encore là, you. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors toutes les questions jeux de société, je vous invite une nouvelle fois à me suivre sur Instagram, parce que je partage souvent des découvertes en la matière, en stories, etc. Donc je vous fais des recommandations à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que j'aurai réuni suffisamment de jeux auxquels j'ai joué et que j'ai vraiment apprécié, pour lequel j'ai eu des coups de cœur, etc., je pourrais vous proposer une nouvelle vidéo sur cette thématique. Mais c'est vrai qu'au quotidien, en termes de découverte, c'est plus facile de partager ça avec vous sur Instagram. Ah, par rapport à la maison, il y a aussi eu des questions concernant le fait que est-ce qu'on a dû changer de ville? Alors oui, mais on est resté en région parisienne, puisque c'était aussi une question qui a été posée. Camille me demande quelle est la destination de mes rêves. Sans aucune hésitation, la Nouvelle-Zélande. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les paysages, la nature. Mais j'en rêve quoi. Alors le temps d'avion et puis le coût aussi nous fait un petit peu peur. Mais un jour, je suis sûre qu'un jour on ira en Nouvelle-Zélande. Vous m'avez vraiment posé trop de questions intéressantes. Alors évidemment je vois une question sac à main, donc je saute dessus et je vais y répondre avec plaisir. Marie Anaïs me demande quel est le sac de tes rêves que tu voudrais avoir dans ta collection un jour. Alors, la réponse peut-être un peu plus raisonnable, qui devient de moins en moins raisonnable, mais que je garde en tête et qui m'obsède un peu. J'espère qu'un jour j'arriverai à le trouver en seconde main, un tarif un peu plus intéressant, mais vu que c'est un sac rare, je me fais très peu d'espoir, hein, et je me fais pas d'illusions. Il s'agit du sac Timeless Medium de Chanel en cuir grainé blanc avec bijouterie dorée. J'ai l'impression que c'est la petite pépite qu'il manque à ma collection de sacs Chanel. Un sac blanc en cuir grainé comme ça, cuir caviar. Oh, mais incroyable quoi, je trouve ça sublime. Donc ça c'est un petit peu le sac qui me fait vraiment rêver, et avec l'augmentation des prix chez Chanel, je me dis que c'est pas raisonnable en fait. Donc encore une fois, sauf si un jour je trouve une espèce de bonne affaire comme par miracle, même si j'y crois absolument pas, et bien dans ce cas-là je préférerais me rabattre sur une autre option dont je vais vous parler tout de suite, qui est bien plus raisonnable, et c'est un vrai investissement, et même d'un point de vue financier si vous voulez, c'est une bien meilleure décision. Et dans ce cas-là, je dirais que le sac de mes rêves que j'aimerais avoir un jour, alors pas maintenant, mais quand je serai plus âgée, si un jour je veux me faire un gros, énormissime kiff, ça serait un Kelly d'Hermès. Alors soit en taille 28 ou
30, peut-être plutôt 28 parce que plus je vieillis, plus les gros sacs et les grands sacs c'est moins mon truc, donc plutôt taille 28 parce que le 25 est trop petit. En cuir Epsom et avec bijouterie dorée également. Et alors pour la couleur du cuir, là ça se complique parce que mon cœur me dirait un cuir blanc parce que j'ai une passion pour les sacs blancs en ce moment, c'est dramatique. Et c'est aussi une couleur neutre qui s'associe avec des centaines de tenues quoi, donc c'est hyper pratique. Mais la raison voudrait que pour un sac de cette valeur là, qui mine de rien nécessite d'être un peu bichonné, peut-être qu'il vaudrait mieux opter pour une option un petit peu plus sûre, à savoir un cuir noir ou à la limite un coloris étoupe, vous voyez, vraiment un coloris qui reste neutre mais peut-être un peu plus foncé et moins fragile. Donc voilà, vous savez tout. Un sac Kelly d'Hermès, c'est... je sais pas, je me dis un jour peut-être pour mes 40 ans, où ça serait vraiment mais le kiff ultime. Parce que moi, faut pas m'offrir de bijoux qui coûtent cher, faut pas m'offrir de montres, j'ai pas besoin d'une collection de montres, j'ai pas besoin d'une Rolex et tout. Moi, j'adore les sacs à main. Et enfin, je vais répondre à la question de Laetitia, qui me dit « As-tu des passions cachées que tu aimerais partager avec tes abonnés ?» Alors, des passion, non, je pense que mes passions, vous les connaissez, ma personnalité, vous la connaissez. Après, il y a des choses qui m'intéressent, que clairement, j'ai pas envie particulièrement de partager sur internet, ou j'ai pas suffisamment de connaissances, ou alors ça n'aurait aucun sens de partir justement sur toutes ces thématiques-là. Mais évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire, il y a d'autres thématiques qui attisent ma curiosité, sur lesquelles j'aime me renseigner, j'aime apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, je pense le plus évident c'est vraiment la cuisine parce que avant les confinements, si vous voulez, même faire cuire un œuf c'était un peu compliqué pour moi. Donc le fait que j'ai appris à cuisiner et que je prends du plaisir à cuisiner de plus en plus, je trouve ça chouette. J'ai l'impression, vous voyez, que je grandis et que je m'améliore en tant que personne par ce biais-là. Donc je trouve ça très sympa. Après, par exemple, alors c'est pas une passion mais c'est un hobby que je trouve passionnant, c'est plutôt ça. Je pense que vous aurez aucune idée de ce dont je vais vous parler, mais je trouve que le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain, c'est passionnant. Je suis capable de lire des dizaines et des dizaines d'articles à ce sujet, je suis capable de regarder des heures de vidéos à propos des crypto-monnaies, j'adore me renseigner sur cette thématique. Déjà, je suis hyper intéressée par les conseils en finance, etc. Alors il y a pas mal de choses, vous voyez, par exemple, je regarde des vidéos d'Américains et ça s'applique pas du tout à notre environnement ici en France, mais je regarde quand même parce que ça m'intéresse. Et du coup, ouais, les crypto-monnaies, c'est passionnant quoi, on met le nez dedans et c'est un monde entier qui s'ouvre à nous et du coup j'adore me renseigner là-dessus. Quoi d'autre? J'adore, évidemment, ça je pense que vous le voyez, mais j'adore le milieu de la mode et de l'art. Alors beaucoup moins l'art contemporain. En revanche, j'adore l'univers du luxe et j'adore me renseigner à propos du luxe, si vous voulez. C'est pas uniquement l'appréciation des sacs à main ou des chaussures, j'aime en apprendre plus sur les maisons, sur les créateurs, etc. Et du coup, j'adore lire et me documenter là-dessus et je suis capable de passer des heures à me renseigner par exemple sur un sac à main en particulier, sur son histoire, etc. Je trouve ça passionnant. Ensuite la déco, évidemment, je pense que vous le voyez, vous le ressentez un peu, mais je suis capable de passer des heures à regarder des aménagements, des transformations de maisons, des trucs comme ça un peu waouh. Et voilà, il y a plein de choses qui finalement m'intéressent et je trouve que c'est intéressant de rester curieux parce que si on n'est pas curieux, ma foi, qu'est-ce qui nous reste? Je sais pas grand chose. Bon, je vais m'arrêter là parce que je sens comme ça que cette vidéo est déjà bien trop longue. Si vous êtes encore de la partie, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça aura été un excellent moment. Et en attendant la prochaine édition, n'hésitez pas à me laisser vos petites questions en commentaire ci-dessous, peut-être qu'il y en a certaines que je n'ai pas gardées de côté justement et auxquelles je pourrais répondre prochainement. Ça me ferait très plaisir de vous proposer une autre vidéo comme ça très vite. Et du coup, voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi et sur ce que j'apprécie, ma personnalité, et que vous repartirez avec moins d'interrogations. Voilà, que je serai moins un mystère en quelque sorte. C'est tout. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!